Bonjour tout le monde, mon nom est Julie Duplantier, je suis artiste et professeure à la boutique Pinceau. Alors ce soir, le live, comme vous l'avez vu dans l'annonce, c'est le thème de la couleur. Alors je veux me répéter sur ce point-là, c'est que en fait, je veux que ce soit simple, je veux que ce soit compréhensible vraiment pour tout le monde, que ce soit autant les débutants, ceux qui en font déjà de la peinture aussi, un peu les intermédiaires. Puis aussi, pourquoi pas les avancées, puisque en fait, ça fait toujours un petit rafraîchissement et comme tous les professeurs travaillent de façon différente, les artistes aussi, on a chacun nos méthodes, chacun nos couleurs aussi propres à nous. Chaque artiste a sa palette à lui. Puis c'est ce qui détermine aussi les artistes, c'est ce qui les différencie, leur palette de couleurs. Quand vous allez en galerie d'art puis vous regardez des tableaux, souvent on va revoir les mêmes couleurs d'un tableau à l'autre d'un même artiste. Donc l'artiste aime travailler avec ces teintes-là, ces couleurs-là, donc va les réutiliser fréquemment. Pour aujourd'hui, dans le fond, c'est que je veux vraiment vous expliquer des petites notions de base qui vont vous aider à mieux comprendre, à mieux, par la suite, faire des choix pour vous, pour aller faire l'achat de vos couleurs, pour faire vos mélanges et aussi par la suite, pour composer vos harmonies sur vos tableaux. Je vais aussi donner des petits trucs et astuces là, pour vous faire des belles harmonies. Alors, là, comme je disais à Ariel tout à l'heure, Ariel est au téléphone avec moi. Donc, elle va prendre le temps de lire chacune de vos questions. Si elle est capable de répondre, elle va prendre la peine de répondre par écrit. Moi, par la suite, au pire, je vais revoir là, si, aussi, parce que, comme je disais à Ariel, si en fait, je peux même pas lire les questions parce que la façon que je suis installée, je ne vois du tout pas, je vois pas mon écran. Alors, je peux pas dire des coucous aux gens parce que je vois pas passer ça. Mais c'est pas grave, en fait, je vais prendre la peine si elle n'a pas été capable de répondre et si j'ai pas pris le temps de répondre aussi pendant le live parce qu'elle va me poser des questions. Fait que vous allez entendre une petite voix. C'est pas mes petits démons, mes petits anges, c'est vraiment Ariel qui est au bout du téléphone, puis qu'elle va lire vos questions, puis elle va me les poser. Alors, soit que je vais lui répondre tout de suite si je peux, si c'est dans le vif du sujet. Sinon, je vais attendre à la fin. Je relirai vos questions, puis j'irai lui répondre après ça. Donc, gênez-vous pas, posez-les, parce que si vous attendez à la fin, vous risquez de l'oublier. Donc, allez les écrire, puis j'irai répondre un petit peu plus tard. Alors, pour commencer, dans le fond, pour la couleur, dans le fond, les couleurs sont formées avec quoi? À partir de quoi? À partir de pigments. Du pigment, c'est quoi? C'est des petites poudres, comme ça ici, que j'ai dans mon petit contenant. Fait que c'est des petites poudres comme ça, qui sont insolubles dans l'eau, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas fondre, ils vont rester en granulation comme ça, et qu'on va mélanger dans un liant. Un liant, c'est quoi? En fait, ça peut être tout simplement de l'acrylique médium pour faire mon acrylique, mais en même temps, les liants, c'est ce qui va déterminer aussi votre médium avec quoi vous peignez. Ce cours-là, il est bon autant pour ceux qui font de l'encaustique, qui font de l'encre, qui font de l'aquarelle, de l'huile, de l'acrylique, peu importe, tous les médiums confondus. La base de la couleur, c'est le pigment. C'est après ça, ce qui fait la différence, c'est le liant, dans quoi la couleur elle est prise, qui va être, elle, tenue sur notre toile par la suite. Donc, pour faire de la peinture à l'huile, le liant, c'est à base de solvant. Pour faire de l'aquarelle, ça va être du miel, de la gomme arabique. Okay? Ça, c'est le liant qui va tenir les pigments ensemble et qui va faire en sorte que ça va tenir sur notre support, sur notre toile, sur quoi on peint. Alors, le pigment, c'est la poudre colorée et le liant, c'est ce qui rattache tout ça ensemble. C'est ce qui fait notre peinture à nous, les artistes. Ensuite de ça, je me suis fait des petites notes là, pour ne pas oublier parce que c'est quand même assez technique. Il y a beaucoup de notions, mais après ça, ça va vraiment vous éclairer, vous aider à comprendre. Le pigment, lui, il provient de différentes matières, dont des matières organiques. Alors, ça peut provenir des plantes, des baies, des fruits, la résine qui coule de la sève des arbres, de racines aussi. Ça peut provenir aussi d'animaux. Autrefois, on utilisait le sang des animaux, les urines pour faire de la couleur. Aujourd'hui, il n'y a plus ça.
Mes élèves doivent rire parce que je me mets souvent le pinceau dans la bouche, ça va bien, mais il n'y en a plus des comme ça. Mais comme par exemple, le nom du verre de vessie provient d'une baie qui est mélangée dans un liant qui était inséré à l'intérieur de poches de vessie de porc. C'était séché à l'intérieur de ça et c'est pourquoi on appelle ça du verre de vessie. Parce qu'à partir de la baie, ça créait du verre une fois que ça séchait pour devenir en poudre dans les vessies de porc. Aussi, on utilisait la sèche. La sèche, ça ressemble à un calmar, l'encre de la sèche pour faire la couleur du sépia. Ou la cochenille qu'on connaît beaucoup pour son pigment rouge. Dans le fond, c'est un insecte qu'on écrase et qui a en dedans d'elle ce pigment rouge-là. Alors, organique, ça vient des animaux, des plantes, des espèces vivantes. Ensuite, on a les pigments minéraux. Minéral, ça vient des profondeurs de la terre, ça vient de la terre en soi et de la géologie, c'est-à-dire des pierres. Donc, soit des pierres précieuses, semi-précieuses. On a, exemple, la malachite qui donne des verts, lapis lazuli qui est un bleu qu'on faisait venir de d'autres pays par la mer. Donc, ça devient du bleu d'outre-mer. Alors, on faisait aussi à partir, exemple, de l'ocre, c'est à partir de la terre pour faire les couleurs terre comme le terre de sienne naturelle, terre d'ombre brûlée. C'est des terres qui proviennent de plein de pays. Alors, on utilisait ça aussi pour faire les pigments. Ensuite, on a les pigments synthétiques. Les pigments synthétiques, eux, sont créés par l'homme. Fait qu'avec le savoir des années et des années de recherche, avec la technologie aussi qui s'affine au fil des ans, on arrive à reproduire des pigments ou à créer des pigments. Parce qu'on a des colorants aussi. Les colorants, à l'inverse d'un pigment, c'est des particules qui sont solubles, qui se dissouent dans l'eau. Et on n'arrivait pas à les contrôler pour qu'ils restent sur le tableau à long terme. Donc, on les a transformés, on en a fait des lacs, comme la lac de Garance, pour que cette couleur-là, ce pigment-là, qui était très beau, mais très volubile et qui, avec la lumière du jour, les ultraviolets, s'en allait. Donc, on arrive à transformer comme ça les couleurs puis à les rendre beaucoup plus stables. Autrefois, les pigments minéraux étaient beaucoup utilisés par les artistes peintres en premier. Ils commençaient leur tableau avec ça. Les couleurs minérales donnent beaucoup de caractère au tableau. C'est des pigments qui sont plus grossiers, plus pesants, donc qui duraient dans le temps. Contrairement aux pigments organiques, qui eux étaient beaucoup plus fins, ils étaient très intenses, très colorés, donc ils les appliquaient par-dessus les minérales. Mais souvent ce qui arrivait autrefois, c'est que justement ces pigments-là partaient avec le temps, ils ne tenaient pas à la lumière, donc, mais ils savaient que bon, les minérales étaient pour rester là longtemps. Aujourd'hui, les chimistes arrivent à faire des pieds et des mains pour que notre couleur reste sur nos tableaux et pendant des longues années. Alors, comme les pigments synthétiques, il y a beaucoup de... En fait, le pigment, comme je dis, ça provenait des pierres. Les pierres, les roches, des fois c'est difficile à extraire, c'est difficile à aller chercher, à transformer dans la terre. Il y en a aussi qui étaient très rares et aussi très toxiques, comme les cadmiums qu'on connaît. Alors, ce qui arrive, c'est que les chimistes ont essayé de reproduire ces pigments-là, de les rendre plus abordables, plus accessibles et aussi moins dangereux pour la santé. Donc, c'est sûr qu'un pigment synthétique qui a été imité, c'est pas comme le vrai. Il y a encore des compagnies qui vendent du cadmium, puis quand on achète les cadmiums, c'est sûr qu'on fait un petit peu plus attention. Les artistes qui peignent énormément vont peut-être se mettre des gants, des masques à long terme, mais il n'y a rien qui compare ça, les cadmiums, à d'autres avec des imitations. Fait que c'est sûr qu'ils vont aller essayer de faire ce qui est le plus proche, mais c'est pas tout à fait exactement la même chose. En fait, les pigments, chaque pigment a sa personnalité. Je ne peux pas demander, exemple, à un pigment magenta
d'être opaque. Il est fait comme ça, il n'y a rien à y changer. Donc, quand j'achète mes couleurs, mes pigments, j'essaie de... En fait, s'il est opaque, souvent, c'est quand je lis sur la bouteille du produit, c'est que je peux découvrir qu'il y a des petites cachettes. Donc, c'est pas normal si je trouve un pigment opaque. Il y en a qui peuvent me dire « Ah oui, dans telle compagnie, j'en ai déjà trouvé un. » Comme par exemple, ici, j'ai un magenta brillant de la compagnie Josonja. Ça me dit, j'ai un petit signe ici, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, qui est semi-transparent. Mais moi, je le sais qu'un pigment magenta, normalement, c'est transparent. Donc, je me pose des questions. Fait que c'est de là que je vais voir, puis moi, je vais vous montrer à voir sur vos tubes, à aller comment trouver c'est quoi l'erreur, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas me faire prendre avec ça. Donc, les commerçants, ce qu'ils vont faire, c'est que sur les tubes, puis plus le commerçant il offre de la qualité, plus vous allez avoir de l'information sur les tubes. Donc, ils vont vous parler du pigment qu'il y a dedans, ils vont vous l'indiquer c'est quoi. Ils vont vous dire aussi par un petit carré, je ne sais pas si on voit mieux sur mes petites affiches à moi ici en fait, c'est que si le pigment est transparent, le carré va être vide. S'il est semi-transparent ou semi-opaque, il va être divisé en deux. Fait qu'une moitié va être pleine, une vide. Et s'il est opaque, le petit carré va être complètement plein. Alors ici, on peut voir un pigment qui est opaque. Ici, c'est un petit cercle. Il est semi-opaque. Il est divisé en deux. Ils vont vous dire aussi sur les contenants, c'est quoi la tenue à la lumière et aussi c'est quoi la série du pigment. La tenue à la lumière, bon, c'est si elle est résistante ou pas à long terme à la luminosité. Moi, c'est pas tant quelque chose que je regarde quand j'achète des couleurs. Lorsqu'on vernit, on utilise des vernis UV. On arrive à... Puis aujourd'hui, les couleurs sont de très bonne qualité, comme je vous disais. Les chercheurs et les compagnies de peinture font vraiment quelque chose de très bien. Donc, ça tient quand même bien. Moi, c'est pas quelque chose que je regarde. Là, on entre vraiment dans les détails plus complexes. J'irai pas là ce soir. Mais par contre, la série, ça, il y a des gens qui peuvent peut-être me poser souvent cette question-là. Pourquoi, quand j'arrive devant un présentoir de peinture, elles se vendent toutes au même prix, et j'arrive devant un autre présentoir et j'en ai qui coûtent un certain montant, l'autre un peu plus cher, puis ça peut aller quasiment jusqu'au double du prix. En fait, c'est que la compagnie qui varie les prix, c'est que, comme je vous disais, le pigment, c'est quelque chose qu'on va extraire soit de la nature ou qu'on va transformer. Bon, ça prend de la matière pour les créer, ces pigments-là. Cette matière-là peut être beaucoup plus coûteuse pour certaines couleurs, pour certains pigments que d'autres. Donc, évidemment, dans mon tube, si je veux avoir la même quantité de pigment que l'autre, qui coûte pas cher et qui est très facile à extraire, ben je peux pas mettre le même prix sur mon contenant, sur ma peinture. Donc, le pigment qui coûte moins cher, il y en a tout autant dedans, je baisse le prix, mais par contre, celui qui coûte plus cher à transformer, à créer, je vais augmenter mon prix, mais je vais en mettre tout autant du pigment dedans. Les compagnies qui mettent tout au même prix, ce qui arrive, c'est que le pigment, bien évidemment, dans la couleur, exemple comme le cadmium, je sais que c'est une couleur qui est assez dispendieuse, les rouges de pyrrole, ils vont mettre le prix bas parce qu'ils veulent tous les mettre au même prix. Mais par exemple, dans votre bouteille, ça se peut qu'il y en ait beaucoup moins dedans de pigment. Ou, par contre, ce qu'ils vont faire aussi, c'est soit ils vont ajouter autre chose dedans. Fait qu'il ne sera pas pur, votre pigment. Il va y avoir un autre pigment mêlé à ça. Ou tout simplement, ça va être une imitation de ce pigment-là. Donc, ils vont quand même appeler ça un cadmium. Mais à côté, vous allez avoir une petite mention disant hue, H-U-E, ou imite, imitation. Alors, c'est là qu'on sait que c'est pas vraiment un cadmium, mais c'est une imitation de ce cadmium-là. Fait que ça, il faut faire attention. Si vous n'avez pas les moyens, ben on peut prendre les imitations quand on commence. Mais sinon, par après, quand vous avez goûté à du vrai cadmium, ben pas vous manger, mais essayez, vous allez voir que ça vaut la peine des fois de payer le prix pour en avoir. Alors,
Oui, vas-y. Il y a des compagnies qui vont les différencier. Ariel me dit, c'est quoi la différence entre semi-opaque et semi-transparent? Il y a des fois, je l'ai vu, cette mention-là. D'autres fois, je ne le vois pas du tout. Il y a juste les trois, là. Il y a comme transparent, semi et opaque. Mais j'ai déjà vu ça, qu'il y avait semi-transparent puis semi-opaque. Je vous dirais que moi aussi, je pourrais pas répondre à cette question-là. Moi, je la connais pas. Peut-être quelqu'un la connaîtrait. Mais j'imagine que ça doit être similaire. Peut-être qu'il y en a un qui est un peu plus transparent que l'autre. Ils l'ont peut-être divisé en 4 au lieu de le diviser en 3. On me demande qu'est-ce que je pense des pigments en poudre pour faire notre propre peinture. Oui, il y en a qui font leur propre peinture. Moi, j'aurais pas la patience. Et c'est aussi très nocif. À la longue, si vous en faites beaucoup, il faudrait vraiment vous munir de bonne qualité de masque pour faire ça. Parce que comme je disais, il y a beaucoup de pigments qui sont nocifs. Et même, on pense que, bon, il y a des gens qui font de la peinture à l'huile. Beaucoup d'artistes un jour arrêtent parce que, à cause des vapeurs, des solvants, à cause de l'odeur de l'huile, c'est très toxique, l'huile. Il y en a qui disent beaucoup plus que l'acrylique, mais non, détrompez-vous. L'acrylique est tout aussi nocive pour la santé que l'huile. C'est juste qu'on la sent pas, il n'y a pas d'odeur et on la dilue avec de l'eau. Donc, beaucoup moins toxique que le solvant qu'on utilise à l'huile. Mais les pigments qui sont autant dans mon huile que dans mon acrylique, c'est les mêmes. Donc, les cadmiums, si j'y touche avec les doigts, puis souvent l'acrylique, on ne fait pas attention. Fait que souvent, on va même manipuler avec les doigts. Je vais prendre mon pinceau, je me le passe dans la bouche pour mouiller. On ingère les pigments et c'est tout aussi toxique. Donc, en plus, si vous faites votre peinture avec des pigments en poudre, il faudrait vraiment avoir un espace hyper aéré puis avoir toutes les... Mais oui, à ce moment-là, vous allez vraiment... La beauté de ça, c'est que vous allez créer vraiment exactement les couleurs que vous voulez, dans l'intensité que vous la voulez. Fait que vous allez vraiment créer quelque chose de très personnel à vous et de vraiment ce que vous recherchez. Parce que des fois, c'est difficile un peu dans les compagnies d'aller avoir vraiment la teinte qu'on veut, tandis que là, avec les pigments en poudre, vous allez vraiment pouvoir créer la couleur que vous voulez avec la dose et tout. Y avait-tu d'autres questions? C'est bon. Si je parle trop vite aussi, tu me feras signe, dites-moi-les, parce que je suis comme un petit peu stressée, fait que puis j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc ça se peut que je parle trop vite, mais dites-moi-les si... Les gens apprécient beaucoup tes explications. Super. Fait que je ne vous ai pas encore perdu, c'est bon. Alors, tu sais, quand on regardait les pigments, je parlais tout à l'heure des pigments synthétiques. Là, quand on a des noms difficiles à prononcer, là, c'est souvent les synthétiques. Les phthalocyanines, les dioxazines, les quinacridones, quinacridones et en tout cas, ça. Les pyrroles aussi, c'est tout auréolin aussi qu'on voit avec l'aquarelle. C'est une couleur qu'on utilise beaucoup, le jaune auréolin. C'est tous des pigments synthétiques. Fait que ça vous donne un peu des idées de ce que ça peut être. Alors, les pigments dans nos tubes, on a deux types. C'est qu'on a les monopigments, ce que j'appelle un seul pigment dans mon tube de couleur. Ça, c'est Wenner, c'est vraiment ce que je préfère. Sinon, on appelle ça des teintes. Alors, des teintes, ça peut être une autre couleur comme ça. Ici, je regarde en arrière, je peux compter 1, 2, 3, 4 couleurs dans ça. Là, quand j'arrive pour mélanger ça avec autre chose, là, je perds le contrôle. Parce que, vraiment, idéalement, quand on mélange nos couleurs, on va essayer de se limiter à 4, 5 maximum. Mais là, si je prends elle, puis que sans le savoir, j'utilise une autre teinte, un jaune indien, qui, dans celui-là, en a, il me semble, même 3 pigments. Fait que là, je tombe à 4 plus 3. Ça fait beaucoup de couleurs. Donc, ça se peut que je perde un petit peu le contrôle de mes mélanges. Alors, quand vous allez aller au magasin les prochaines fois, vous allez
vérifier, vous allez apprendre à regarder. Je vais vous montrer comment lire sur les couleurs, comment choisir vos couleurs. Alors, sur Internet aussi, vous avez ce qu'on appelle le CI, Color Index. Vous tapez ça, Color Index, et vous allez avoir des sites, différents sites qui vont vous sortir les noms de couleurs. Je ne les connais pas par cœur, j'en connais quelques-uns parce que c'est des couleurs que j'utilise souvent. Mais il y en a beaucoup, puis c'est assez complexe. Mais quand on apprend au moins à choisir au moins un monopigment, c'est déjà super. Donc, en premier, c'est qu'il va avoir un P, P pour pigment. Ça peut être un N. Très rarement, les N vont dire que le pigment est de provenance naturelle, mais il y en a de moins en moins sur le marché. Alors, soit souvent dans les compagnies, là, vous voyez, j'ai vraiment plusieurs marques de peinture avec moi, parce que toutes ces peintures-là, je me suis rendu compte qu'il y avait les numéros de pigment dessus. J'essayais de regarder un qu'on les voit bien, mais souvent c'est écrit très petit, fait qu'au pire, traînez-vous des loutres dans vos sacoches. Fait ici, souvent, j'ai le numéro. Donc, ça va commencer par un P. Ensuite, vous allez avoir le nom de la couleur. C'est en anglais. Donc, vous avez W pour white, blanc. Vous avez Y pour yellow, jaune. O, orange. R pour red, rouge. B pour blue. V pour violet ou mauve. G pour, pas George, mais green, vert. BR pour les pigments bruns, brown, BR. Et BK pour black, noir. Donc, vous allez avoir ces lettres-là. Et ensuite, il y a un petit numéro à côté. Le numéro, lui, va vraiment dire c'est quoi le type de bleu. Est-ce que c'est un bleu lapis lazuli? Est-ce que c'est un bleu cyan, céruléen, phthalo, tu sais, puis d'où il vient. Une autre chose qui est un petit peu difficile, puis que moi, quand je me suis mis à m'intéresser à ça, aux pigments, à regarder mes couleurs un petit peu, je suis tombée sur quelque chose qui m'a un peu déçue, puis que j'ai trouvé ça là un petit peu complexe à comprendre. C'est justement, ces numéros de pigments-là, qui, moi, dans ma tête, je me disais, bon, ben OK, ça s'appelle du magenta. Magenta, mettons, bon, le mien, mon magenta, tiens, ici, de Golden, exemple, c'est du PV19. Fait que là, je me dis, bon, je m'en vais au magasin, je demande du Golden, ils n'en ont pas. Mais ils vendent du Liquitex, du PBO, du Demco, plein d'autres choses. Bon, ben, je me suis dit, je vais aller avec la couleur PV19, puis au pire, même s'il n'y a pas le même nom, il va avoir le même numéro. Fait que là, je me mets à regarder les couleurs similaires au magenta, qui peuvent s'appeler rose quinacridone, rose opéra, ou dans ce genre-là. Mais là, je retrouve tout. Pardon? Bien, ça dépend des formats de bouteilles. Des fois, c'est en avant. Comme chez Golden, des fois, c'est à l'avant. Mais j'ai eu d'autres Golden, des plus vieux formats qui étaient à l'arrière. Fait qu'il faut fouiller sur le tube. Sur les petites Americana, là, vous avez le code barre. Il y a une petite AP ici. Puis en dessous, ici, lui, sont écrits là. Les Demco sont écrits juste ici en haut après l'étiquette. Josonja sont écrits en dessous du... non. Sont écrits en arrière. En arrière de l'étiquette ici. Donc, tu sais, des fois, il faut fouiller. Ils ne sont pas toujours écrits au même endroit. Liquitex, non, ils ne sont pas écrits en avant. Tu vois ici, Da Vinci à l'aquarelle, sont écrits sur le côté près du code barre. Tu sais, fait qu'il faut fouiller. Mais tu sais, si vous voyez déjà d'avance un P, un W, vous le savez, là, ah, ok, ça doit être le pigment, là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de numéros, le format, bon, l'adresse. Mais tu sais, vous allez apprendre à les déchiffrer, puis tout ça. Puis même souvent, ils vont vous le marquer en lettres, là, pigment, puis là, après ça, il va avoir le numéro. Fait qu'on fait juste fouiller un petit peu autour du tube.
Il y a quelques compagnies qui n'en ont pas. Americana, oubliez ça, cherchez-les pas, il n'y en a pas dessus. C'est trop des pigments de basse gamme, plus pour l'artisanat et tout ça, donc il n'y en a pas là. Mais sinon, comme Americana, Décor, qui ont commencé à sortir leur ligue un petit peu plus haut de gamme, ou comme la Tradition aussi, bien ceux-là, vous les avez dessus. Alors, je disais avec mon Magenta PV19, alors j'arrive au magasin, puis là, je trouve plusieurs PV19. Donc, j'ai ici, c'est un PV19. J'ai un PV19 ici aussi. Est-ce que vous arrivez à bien voir la différence de couleur? Là, ça vient un peu mêlant parce que dans ma tête à moi, PV19, en théorie, ça devait être tout pareil, mais non, c'est pas le cas malheureusement. Veut pas, les pierres qu'on extrait dans la nature, c'est comme un diamant, il sera pas toujours tout parfait. S'il vient de l'Australie, s'il vient de la Chine, il sera pas pareil. Il va avoir les mêmes molécules, c'est pour ça qu'ils s'appellent tous les deux des diamants, mais par contre, ça se peut qu'il y ait des nuances différentes dans les pigments. Quand j'achète aussi du cadmium, exemple, je vais acheter, puis on voit ça souvent, je veux un jaune cadmium, ben j'arrive à avoir un jaune cadmium qui est clair, un moyen, puis des fois même je l'ai dans le foncé. C'est le même pigment les trois, mais j'en ai un pâle, un moyen, un foncé, comment ça? Là, je compare ça un petit peu au grain de café. Alors, votre café, plus il est torréfié, plus il fonce. Donc, c'est un petit peu le même principe avec les pigments. La façon qu'ils sont transformés des fois, ou leur provenance, il peut en avoir des plus clairs et des plus foncés. Puis des fois, ben oui, il tire un peu plus sur le rose, puis d'autres fois un petit peu plus sur le violacé. La teinte n'est pas tout à fait pareille. Mais tu sais, dans les fêtes, là, faut pas se stresser avec ça comme je me stresse en ce moment. Parce que dans le fond, là, il n'y en a pas de bonne réponse. Il n'y a pas vraiment de « Ah oui, il faudrait vraiment que j'ai avec moi du PV19 de telle marque. » Tu sais, là, c'est pas grave. C'est vous en tant que personne. Qu'est-ce que vous aimez comme couleur? Qu'est-ce que vous aimez comme pigment? Qu'est-ce qui vous parle? Vous, c'est lui que vous aimez. Ça ressemble un peu à ma blouse. Il est un peu plus mauve, c'est ça que vous aimez travailler avec, c'est avec lui, vous aimez faire vos mélanges parce que vous aimez ce que ça donne. Ben, fin d'acheter celui-là. Non, moi je préfère quand il est plus rose. Ben, à ce moment-là, on va aller avec celui-là. Tu sais, chaque artiste, chaque professeur, vous prenez des cours de peinture avec différents artistes, différents professeurs. Un va préférer avoir sa palette de couleurs, puis quand vous allez suivre son cours, il va vous dire, ben ça vous prend ça, 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 ça. Vous allez un an plus tard, ah tiens, je vais changer, je vais prendre un autre prof, lui il va vous dire complètement une autre chose. C'est rendu là, c'est personnel à chacun, il n'y en a pas de bonne réponse dans l'art, c'est pas 1 + 1 fait 2, c'est vraiment à vous. Et là, avec les informations que je vous donne aujourd'hui, c'est vraiment pour vous aider, vous, à être capable d'analyser tout ça, puis à faire des choix vous-même. Puis quand vous allez vous habituer à faire vos mélanges de couleurs, ben c'est là que vous allez dire « Ah non, moi j'aime vraiment les tons chauds, moi c'est ça qui me parle, c'est ça que j'aime mettre dans ma peinture. » Fait que là, tranquillement, vous allez choisir vos couleurs, vos pigments à vous. OK? Fait que c'est seulement pour vous dire de faire attention aussi avec ça que ça se peut que vous trouviez des numéros de pigments PB29 que dans un, il l'appelle cyan, puis dans l'autre, il l'appelle Outre-mer dans l'autre compagnie d'à côté. Là, on vient encore tout mêler. Mais allez-y avec ce que vous voyez puis avec ce que vous aimez. L'important, gardez ça en tête, c'est d'acheter des monopigments. Ça, c'est vraiment le plus important, c'est d'en avoir un dans votre peau. Fait que ça, c'est fait. Alors, pour l'achat des couleurs, en fait, quand vous allez aller au magasin et acheter vos couleurs, monopigments, on va commencer par les 3 couleurs primaires. Donc, nos 3 couleurs primaires, encore là, les couleurs primaires, c'est quoi? Une couleur primaire, c'est avec laquelle je vais faire tous les autres mélanges de couleurs. Un jaune primaire, je ne peux pas le créer avec du bleu, du rose, c'est vraiment, ça le dit, c'est primaire. Vous n'avez pas le choix, ça vous prend ces 3-là. Mais il y en a plusieurs jaunes, il y a plusieurs roses, puis il y a plusieurs bleus. Donc,
quand on va à la petite école ou au cégep ou même à l'université, ils nous font tous acheter un jaune citron, un jaune assez clair, le bleu cyan qu'on appelle et le magenta. Fait que ça, c'est nos 3 couleurs primaires de base. Et j'ai choisi ces 3-là parce que c'est 3 monopigments. J'ai juste une couleur dans chaque tube. Donc, c'est celle-là que je vais utiliser en premier. C'est bien beau en théorie. Ils vous disent qu'avec ces 3 couleurs-là, ma petite fille ou mon petit garçon, vous allez être capable de tout faire toutes les couleurs du monde. Ben oui, en fait, on peut y arriver, mais ça se peut qu'on ait un peu de misère. Pourquoi? Parce que j'ai que des tons froids. Ben en fait, on va partir de la base. Je recule. Dans les 3 couleurs primaires, on a 2 chauds, le jaune, le rose, pour un froid. Les chauds rappellent le feu. Les chauds, dans mes cercles chromatiques ici, les couleurs chaudes sont les couleurs les plus claires. Rappelez-vous de ça. Les chaudes, c'est les plus claires. C'est des couleurs qui vont donner, dans le fond, du dynamisme à un tableau quand on les utilise. Ça donne de la joie. Ça donne un côté chaleureux à notre tableau. Les couleurs froides, eux autres, souvent quand on les regarde dans les 2 cercles chromatiques, c'est les couleurs les plus foncées. C'est les couleurs qui amènent du statique. C'est aussi des couleurs qui sont douces, qui apaisent. Donc, les couleurs froides. Mais là, moi je dis que dans ces 3 couleurs-là, j'ai 3 couleurs primaires froides. Mais là, vous me dites, voyons Julie, comment est-ce que tu peux dire qu'un rose est froid, puis un jaune est froid, puis un bleu, j'ai besoin d'un bleu chaud aussi. Mais là, vous dites, voyons, un bleu c'est froid, c'est pas chaud, tu viens de le dire. Mais là, c'est tout là qui rentre en action notre perception optique et visuelle. C'est que oui, vous avez raison, il n'y a pas c'est tout chaud, c'est froid, mais en les mettant une à côté de l'autre, là, vous allez vous apercevoir qu'il y en a un qui fait un peu plus chaud et un qui fait un peu plus froid. On va commencer avec le jaune, c'est plus facile. Fait que là, si je vous mets ces deux-là, un côte à côte, il y en a un qui est plus chaud et un qui est plus froid. Donc, je vais vous dire la réponse parce que je ne vois pas ce que vous écrivez. Donc, le plus chaud, si je regarde dans mon cercle chromatique, le plus chaud, c'est celui qui va se rapprocher du rouge. Fait que mon jaune plus chaud, c'est celui qui va se rapprocher des rouges. Et mon jaune plus froid, c'est celui qui va se rapprocher des verts. Fait que si je compare les deux, ben lui, je le placerai ici, puis lui, je le placerai là. OK? Donc, c'est en les mettant à côté que je peux dire il n'y a pas de rouge dans celui-là, c'est un monopigment, puis il n'y a pas de vert dans lui, c'est un monopigment. Mais en les mettant un côte à côte, je suis capable de dire que moi, quand je regarde lui, j'ai plus froid que quand j'ai lui, j'ai plus chaud. Fait qu'on va les séparer comme ça. Les rouges ou les roses, dans le fond, lequel est plus chaud, lequel est plus froid. Fait que même chose, si je regarde mon magenta ici, qui tire sur le mauve, donc il est plus foncé aussi, on dirait. Donc, il s'en va vers les froids. Et mon rouge, qui est comme un beau rouge pompier, ça donne chaud les pompiers, donc il s'en va ici vers les chauds, en haut. Fait que je le mets avec mon cercle chromatique chaud. Les bleus c'est difficile parce que les bleus, en fait, peu importe de quel bord ils vont, vous allez me dire, c'est deux tons, deux chauds de chaque bord. Fait que j'ai mon bleu ici, si je m'en vais vers là, c'est chaud, bon, c'est quoi, je comprends pas. Donc, dans vos couleurs primaires, vous devez avoir deux bleus. Lequel est le plus chaud? En fait, quand je vous ai dit de vous rappeler les couleurs froides, c'était quoi envers les couleurs chaudes? C'est que les couleurs froides sont plus foncées. Donc, mon bleu le plus foncé entre ces deux-là, c'est celui-ci, c'est le bleu Outre-mer. Donc, j'ai l'impression qu'il y a du rouge dedans parce que quand je le regarde,
j'ai l'impression qu'il tend vers les mauves. Donc, le bleu vers les mauves, c'est très foncé. Donc, c'est plus froid. Excusez, plus chaud. Hey, je suis en train de vous mêler. C'est plus chaud. Et, dans le fond, le bleu qui est plus clair, je vais vers ma couleur plus claire de mes deux chaudes. Dans le fond, chaude, le rouge, il est plus proche du rouge qui est plus foncé. J'ai dit que les couleurs froides étaient plus foncées, donc froid. Puis les couleurs plus claires, les couleurs chaudes, sont plus claires. Donc, mon bleu cyan, il est plus clair que mon bleu outre-mer, donc il va être plus froid. Là, avec ces 6 couleurs de base-là, toujours étant chacune monopigment, là, je vais arriver vraiment à toutes faire les couleurs que je veux. Parce que avec ces deux couleurs-là, j'arrive pas à faire toutes les sortes de mauves qui peuvent exister. Je vais être limitée à ces mauves-là. J'ai beau mettre plus de rouge dedans, de magenta, ben il va juste devenir plus rosé. J'ai beau mettre plus de bleu ultramarine, ben il va juste être plus bleu, mais ils vont toujours rester dans cette gamme de mauve-là. Par contre, si des fois j'utilise mon bleu ultramarine avec mon rose, je vais avoir d'autres sortes de rose, de mauve. Si j'utilise à l'inverse ces deux-là, je vais me faire encore d'autres sortes de mauve. Et si j'utilise ces deux-là, ma froide, ma chaude ensemble, va être encore plus de sortes de mauve. Donc, je multiplie mes possibilités de nuances de couleurs. Et aussi, je me facilite le travail parce que, oui, avec les 3 couleurs primaires froides, je serais arrivée à faire des mauves comme ça, mais il aurait fallu que je joue avec mes 3 couleurs primaires pour faire ça, au lieu d'en mettre juste 2. C'est qu'il aurait fallu que j'y mette une touche de jaune dedans pour venir la salir pour faire ça. Donc là, c'est plus des couleurs secondaires parce que je vais mélanger 3 couleurs. Normalement, une couleur secondaire, c'est 2 primaires. Est-ce que vous me suivez? Alors, donc, les couleurs, si je vous donne juste à peu près des noms à titre indicatif, juste pour que ça vous, si vous avez déjà des couleurs à la maison, que ça vous allume des lumières, ah oui, ça j'ai ça, ça me dit quelque chose. Donc, dans les jaunes, ce que vous devez faire quand vous allez prochainement acheter des couleurs, vous allez vous choisir pour le jaune froid, vous allez vous choisir soit jaune cadmium clair, jaune auréolin, ça peut être aussi jaune, il me semble que je m'étais mis des noms en notes que je ne sais plus où sont écrits. Il doit être plus loin. Je suis rendue plus loin de mes feuilles bas. Ou jaune appellation aussi qu'on peut voir, jaune citron. Mais c'est pas juste avec les noms. Tournez la bouteille, puis après ça, allez voir le numéro, voir s'il y en a juste un. PY avec un numéro. Comme moi, mon numéro ici, c'est PY3. Mais ça aurait pu être autre chose. Ensuite, les jaunes chauds. Moi, j'aime bien le jaune diarylide. Il existe dans cette compagnie-là. Il existe dans la compagnie de Tradition aussi. Sinon, ça peut être jaune cadmium moyen. Ou ça dépend des fois. Là, on peut aller avec un jaune, parce que des fois, ils vont mettre un jaune cadmium clair ou citron, puis le clair ou le moyen se ressemblent. Là. Mais des fois, j'aime mieux prendre un petit ton plus chaud pour avoir plus de différence. Fait que c'est pour ça que, tu sais, vous voyez ici, ça c'est mon jaune cadmium moyen que j'ai utilisé là. Mais je trouve pas qu'il y a beaucoup de différence. Tu sais, avoir à refaire mon cercle chromatique, il n'existait pas ces couleurs-là avant. Donc, j'aurais utilisé celui-là, qui est beaucoup plus chaud. On le voit mieux la différence à comparer l'autre. Fait qu'on aurait plus vu la différence dans les orangés aussi. Donc, jaune diarylide, jaune gamboge, jaune indien, mais assurez-vous d'avoir des monopigments, jaune cadmium moyen. Dans les rouges, ça peut être rouge naphthol clair, rouge de pyrrole, rouge cadmium clair. Ça peut être dans les magenta, ça peut être rose quinacridone, comme je disais tantôt, il y a rose opéra aussi. Dans les magentas, j'aime bien le PR122, car vous voyez que le PR122 donne un beau rose un peu comme ça.
Mais celui-ci, ça doit être un pigment qui ressemble à celui-là, c'est PR 269. Okay? C'est la première fois que je voyais ça, mais ça ressemble au PR 122 que je connais plus. C'est pas mal ça. Puis dans les bleus, ben là, dans les bleus, mon bleu chaud, je vous dirais, c'est pas mal pratiquement le seul que je trouve vraiment parfait. Moi, je trouve qu'il faut, dans notre petite mallette là, de secouriste de couleurs, c'est quelque chose de base à avoir. C'est le bleu ultramarine. C'est vraiment le bleu le plus chaud qui convient vraiment. Après ça, il y a le bleu dans les froids. Il y aurait le bleu cyan, le bleu céruléen. Comme ici, j'avais aussi des pigments blocs. Dans les blocs, le bleu cyan qu'on dit qui est primaire, ben vous voyez, quand j'ai regardé, c'était 2 pigments dedans. Vous avez du PB28 puis PB15. Puis ici, vous avez le céruléen qui lui est du PB36. Fait que tu sais, je serais plus portée peut-être à prendre le céruléen vu qu'il y a un pigment. Mais comme je disais, il n'y a pas vraiment de bonne mauvaise réponse. Ça aurait pu même être un bleu phthalo. En parlant de bleu phthalo, ça me fait penser de vous dire quelque chose. C'est que dans les bleus ou dans les verts, quand je vous parlais tantôt de nuances, on a l'impression qu'il est rouge ou on a l'impression qu'il tire vers les jaunes. Il y a même des compagnies de couleurs qui vont aller vous l'écrire dessus sur vos contenants, que c'est une tendance verte ou une tendance rouge, comme justement ces bleus phthalo-là de Golden. Donc, ici, vous avez Phthalo Blue. Là, je regarde le pigment à savoir si c'est les mêmes. C'est ça, c'est 2 pigments PB15, mais on a 15, 2 points, puis on a un qui dit que c'est Red Shade. Fait que lui, il vous le dit que c'est 2 mêmes pigments. Là, je pense pas que vous voyez la différence. Même moi, à l'œil, c'est difficile à voir. On le voit peut-être un petit peu plus ici sur... ils mettent de la vraie peinture Golden sur les contenants, fait qu'on voit vraiment la transparence et tout ça avec la tache de couleur parce que c'est vraiment de la peinture qu'il y a dessus. Donc, Red Shade, on voit qu'il ressemble à mon bleu ultramarine. C'est ce qu'il pourrait peut-être faire à la place du bleu ultramarine. Mais je le trouve beaucoup foncé, très pigmenté. Fait que quand on fait des mélanges, il faut faire attention parce qu'il est très intense, il va tacher vite les autres couleurs. Fait que c'est pour ça que je préfère mon ultramarine. Et ici, on voit Green Shade, fait qu'il tire vers les verts. Donc ça, c'est un bleu froid qui peut être utile aussi. Donc très bien pour faire des turquoises et tout ça pour ça. Dans les verts aussi, on va voir cette mention-là avec les verts phthalo. Les verts phthalo, c'est un monopigment. Fait que c'est un vert. On peut avoir des couleurs secondaires, je vais en parler tantôt, monopigment. Donc, ici, phthalo Green Shade, blue, il y a un petit bleu à la fin. Donc, celui-là, il tire un peu vers les bleus, fait que plus d'effets d'émeraude turquoise. Puis lui, ici, c'est aussi un vert phthalo, mais Yellow Shade. Donc, lui, il va être plus froid. Il va tirer plus vers les jaunes. Ça va faire des beaux verts limes si je mets du jaune là-dedans. Donc, c'était pour vous dire que sur certains formats de tubes, parfois même, j'ai déjà vu du ultramarine Red Shade puis Green Shade, je crois, là, qui avait comme deux ultramarines. Donc, à ce moment-là, souvent les compagnies vont l'écrire sur le tube, la tendance, la nuance vers quoi ils tirent. Ils n'ont pas rajouté de rouge ou de vert dedans, c'est juste pour dire vers quoi il s'en va, vers quelle nuance il tend. Ça c'est fait. Alors, si on récapitule, dans mon cercle chromatique, j'ai mes 3 couleurs primaires avec lesquelles je vais faire mes mélanges. Donc, j'ai les tons chauds, les tons froids. On a 2 couleurs limites qui se retrouvent sur la ligne ici, sur la division en 2. Ma plus chaude étant mon orange, mon plus froid étant mon bleu. Mais les couleurs limites, c'est le vert lime et les violets rouges. Parce que sont vraiment comme dans le milieu. Fait qu'on ne sait pas trop s'ils sont chaudes ou s'ils sont froides. Ce qui va déterminer ça, c'est notre effet de juxtaposition ou avec qui on va les assembler, que là, ça va nous donner soit sa tendance
vers un ou vers l'autre parce qu'ils peuvent être les deux. Donc, si c'est sûr, je mets ce vert-là à côté de mon bleu, c'est sûr qu'elle va avoir de l'air chaude. Mais si je la mets à côté de mon orange, on s'entend, elle va avoir de l'air plus froide. Même chose avec celui-là. Si je le mets avec, mettons, un orangé, ben lui, c'est sûr qu'il y a de l'air plus froid parce qu'il y a du bleu dedans. Mais si je le mets à côté de mes verts turquoise, ben il va avoir de l'air plus chaud parce qu'il y a du rouge dedans. Donc ça, c'est mes deux petites couleurs qui sont comme limite, là. Même chose pour ici. Mais c'est en les juxtaposant, en les mettant à côté de d'autres que là, on peut voir vraiment leur tendance. Fait qu'ils peuvent être d'un bord ou de l'autre. On va dire qu'ils sont bi. Ça, c'est beau. Bon, on passe aux couleurs secondaires. Donc, les couleurs secondaires, c'est qu'on prend deux couleurs primaires, on les mélange ensemble, donc ça va donner ma couleur secondaire. Alors, comme la petite école, je pense que vous vous en rappelez toutes, là. Pour faire le jaune, avec le jaune et le bleu, je vais aller faire les verts. Le jaune et le rouge ou les roses, je vais aller faire mes oranges. Et avec mon bleu et mon rose ou rouge, je vais aller faire mes violets. Ensuite, on a les couleurs tertiaires. Les couleurs tertiaires, c'est comme entre la secondaire et la primaire. Ça, on aurait pu vraiment en mettre plusieurs, mais là, on se limite à cette quantité-là. Donc, c'est les couleurs. Fait que c'est aussi des couleurs qui sont faites avec les deux primaires, sauf que c'est juste qu'il y a plus de rouge dans celle-là qu'il va avoir de bleu parce qu'il est plus loin. Fait que j'y mets toujours un peu plus de bleu. Moi, je vous dirais de faire un cercle chromatique comme ça. Vous pouvez aller voir sur Internet aussi, il y a plein de modèles qui sont faits de toutes sortes de façons différentes. Prenez-vous une grande assiette, tracez-vous un rond. Moi, j'ai utilisé des cercles pour aller faire les bouteilles, pour aller faire des plus grands ronds pour mes primaires et mes secondaires. Puis j'ai pris des plus petits formats de bouteilles pour aller faire les autres. Puis vous vous amusez. Quand vous faites vos mélanges pour donner votre couleur secondaire, c'est pas du moitié-moitié, parce que si vous faites vraiment du 1 pour 1, vous allez voir que, exemple, le bleu avec le jaune, le bleu il est assez envahissant, donc vous n'aurez pas un vert moyen qui se retrouve entre les deux. Et là, celle-ci, il faut vraiment que quand vous regardez votre couleur, que vous vous dites, ah, elle n'est pas trop bleue, puis elle n'est pas trop jaune. Tu sais, c'est comme, elle est vraiment entre les deux. Si vous sentez intuitivement qu'il y a trop de jaune, ben c'est parce que rajoutez-y un petit peu de bleu. Puis plus tard, je vais vous expliquer des trucs pour faire vos mélanges sans trop gaspiller de peinture. Donc, on se fait un mélange, puis celui-là, on s'en fait un petit peu plus en quantité, parce qu'on en doit en avoir pour remplir notre case ici, mais on doit l'utiliser aussi pour la subdiviser encore en deux autres parties. Fait que là, cette couleur-là, je vais me mettre sur ma palette. Je vais y mettre encore un peu plus de jaune dedans, puis là, je vais aller faire mon vert lime. Puis encore là, le vert lime, là, quand j'ai donné mon cours de couleur, là, je circulais sur tout le monde. Il y en avait qui c'est vraiment des verts très très jaunes, d'autres un peu moins, qui s'approchent plus de ça. Là, ça va vraiment de soi. Il n'y a pas de bonne mauvaise réponse. En autant qu'il y ait plus de jaune dedans, c'est ça l'important. Mais si vous voulez vraiment faire quelque chose qui se dégrade bien, ben allez-y avec votre senti puis votre perception. Même chose pour faire mon turquoise, c'est que je vais prendre mon vert qui est comme moyen et je vais mettre un petit peu plus de bleu dedans mon mélange pour aller former mon turquoise. Alors, on peut, comme je dis, faire nos secondaires avec les mélanges de couleurs. Quand vous commencez, là, puis vous n'avez pas tant beaucoup d'argent pour commencer à vous acheter de la peinture, avec les 6 couleurs primaires que je vous ai nommées tout à l'heure, vous êtes en affaires, en business pour faire comme plein de couleurs. Avec un noir, un blanc, si vous voulez vous ajouter à ça. Mais sinon, si vous avez les moyens, puis si ça vous tente de ne pas vous casser la tête parce que vous utilisez souvent ces couleurs-là, puis vous ne voulez pas toujours faire des mélanges, il existe, comme je disais tout à l'heure, des verts monopigments. Dans la nature, ça existe, comme je vous disais tout à l'heure, la malachite, c'est un pigment qui arrive comme ça de notre nature, le vert de vessie, et c'est vraiment un monopigment. Donc, on peut acheter des couleurs secondaires monopigments. J'avais comme exemple un orange. Les oranges cadmium sont des monopigments
Ici, c'est un orange pigment P013. J'ai un seul pigment dedans. C'est pas une formation de deux, là, un rouge puis un jaune pour faire ça. C'est vraiment un pigment. Donc, quand je veux faire d'autres oranges, si je pars de lui, ben, je me facilite un petit peu le travail. Quoique, moi, j'ai rarement acheté du orange. Tu sais, dans le fond, c'est facile de se créer ses propres oranges. Là, on n'a pas tant besoin d'en acheter des tout faits. À moins que j'ai beaucoup de toiles à faire avec la même teinte puis que je dois répéter, bon là, c'est pratique des fois de les avoir déjà tout faits d'avance. Il y a les violets dioxazine. J'en parle souvent de celui-là parce que c'est une couleur quand même que j'aime bien. Là, il y a de l'arbre noir là-dessus, mais c'est vraiment un mauve qui s'apparente à ça ici. Et encore là, c'est un monopigment. Et les verts aussi que je vous ai montré tout à l'heure, les phthalo green, c'est un monopigment, fait qu'on peut partir de ça. Mais comme je vous dis, c'est des couleurs assez faciles à faire, donc on peut ne pas les acheter tout de suite pour commencer. S'il y a des questions, là, tu peux en profiter. Je la trouve tranquille, Ariel, j'ai l'impression qu'elle n'est pas là. C'est soit j'explique super bien, tant mieux, ou les gens écrivent puis Ariel est capable de répondre. C'est bon. Donc, pourquoi l'importance des monopigments? C'est que quand on va se mettre à faire nos mélanges de couleurs, si on utilise des monopigments, vous allez tellement avoir des couleurs beaucoup plus lumineuses. Parce qu'en peinture, plus on ajoute de la couleur dans nos mélanges, plus on éteint un peu nos mélanges, plus on les rend un petit peu plus moins intenses, moins purs, moins vivants. Donc, plus on utilise que des monopigments pour mélanger, plus on va avoir des beaux résultats de couleurs puis lumineuses, puis on va avoir le contrôle aussi sur nos mélanges. Donc, si on veut faire des mélanges de couleurs lumineuses, comme je disais avec les monopigments, si je veux faire un beau vert lime, en fait, c'est que je vais utiliser les couleurs qui s'apparentent, qui se rapprochent. Je pense que je vais en reparler tout à l'heure, je le ferai en exemple aussi. Donc, les tertiaires, j'en ai parlé tantôt. Ensuite, là, les complémentaires. Les complémentaires, c'est ceux qui sont diamétralement là, opposés dans le cercle chromatique. Ça va être important de les apprendre parce que quand vous allez créer vos harmonies, c'est vraiment bien de les avoir en tête, de les connaître, de les savoir par cœur. Donc, de mon bleu primaire, sa complémentaire, c'est celle qui se trouve complètement face à face. Donc, ici, c'est mon orange. Mon jaune, c'est mon violet. Et mon rouge, c'est mon vert. Moi, je vais me penser aux fêtes. Donc, le rouge et le vert, ça me fait penser à Noël. Donc, pour me les rappeler. Le jaune, poussin, Pâques. Bon, avec mauve, ça fait souvent les décors de Pâques. On se sert du mauve et du jaune pour faire décoration de Pâques. Puis sinon, ben, le bleu, l'orange dans le temps des citrouilles, si on l'utilise avec un bleu nuit, bon, ça fait penser à l'Halloween. Fait que moi, c'est un petit truc comme ça que je donne des fois aux gens pour se rappeler des complémentaires. Les complémentaires, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est vraiment des contrastes très soutenus, sont complètement à l'opposé. Donc, quand on utilise une couleur avec l'autre de façon juxtaposée, ça va vraiment faire ressortir vos couleurs. Donc, ça va attirer le regard, puis dans vos compositions, ça va vraiment donner quelque chose de très dynamique. Puis aussi pour vous aider à faire vos harmonies de couleurs. Donc ici, je les ai mis ensemble, tu sais, le jaune, le mauve, le bleu. Il aurait pu être un petit peu plus orange, mon orange, là, j'aurais pu utiliser lui. Tu sais, on sent vraiment que ça vibre et que les couleurs ressortent ensemble. Dans le milieu ici de mon cercle chromatique, c'est qu'avec les trois couleurs primaires, on arrive aussi à faire les bruns. Vous voyez qu'avec les couleurs froides, j'ai vraiment moins bien réussi à faire les bruns, mais je suis bien arrivée à faire du noir. Fait qu'avec les couleurs plus froides, là c'est plus difficile à faire, il faut se pratiquer, c'est pas tout à fait en proportion égale, il faut comme jouer avec les couleurs, il faut pas trop en mettre, quand on sent que ça tire vers le vert, ben là, oups, on met sa couleur inverse, fait que si ça tire vers le vert, je m'en vais rajouter du rouge pour ramener de l'autre bord, si c'est trop rouge, je mets du vert, bon, et vice versa. Fait que quand on arrive à stabiliser tout ça, ben on arrive à faire du beau noir. C'est plus facile par contre avec les couleurs chaudes pour aller faire les bruns. Fait que à l'achat de vos couleurs,
Vous n'êtes pas obligé d'acheter les bruns. Vous pouvez les faire vous-même avec vos couleurs chaudes, on y arrive. Si on met, c'est les 3 couleurs primaires en fait, si on met un peu plus de jaune, on va arriver à faire le terre de sienne naturel, le raw sienna pour ceux qui sont habitués comme moi plus en anglais. Ensuite, avec les 3 couleurs, mais un peu plus de rouge, on va arriver à faire le terre de sienne brûlé, ce qu'on sert des fois à faire les couleurs peau, le brun rouge, le burnt sienna en anglais. Et si ici on utilise un peu plus de bleu dans notre mélange, on va arriver à faire le terre d'ombre brûlé, burnt umber, on dit souvent, mais du burnt umber, le brun vraiment chocolat. Mais les bruns existent aussi en monopigment. Alors, on peut les acheter tout faits et encore là, je favorise toujours l'achat des monopigments. Donc, quand je veux les remélanger, ben à ce moment-là, on a des meilleurs résultats. Alors, on peut toujours regarder, puis PBR, je disais tantôt, les pigments bruns, BR, la mention. Là, je ne l'ai pas fait dans mon cercle chromatique, mais on a aussi le terre d'ombre naturel, qui lui est un brun qui tire un peu sur le vert. Moi, je l'aime vraiment beaucoup pour faire des arbres, terre d'ombre naturelle. Parce que on a l'impression souvent on va faire les arbres brun chocolat, mais quand on les regarde dans la vraie vie, c'est rarement ça. C'est vraiment des tons de terre qui tirent plus des fois vers les verts. Donc si j'avais voulu le faire ici, il aurait fallu que je mette un petit peu plus de jaune et de bleu dans mon mélange pour que ça tire un petit peu plus vers le vert avec un peu de rouge dedans. On demande la couleur de peau. Pardon? On demande la couleur de peau. Oui, faire la couleur peau. J'ai ici. Fait que ici, on voit que je me suis amusée avec les mélanges de couleurs. Dans le fond, j'ai fait une échelle de gris. Quand on mélange une couleur avec du noir, on appelle ça des tons rabattus. Okay, pour le foncé. Quand on le mélange avec du blanc, on appelle ça des couleurs, des nuances. Fait que la couleur avec du blanc, on appelle ça des nuances, ou pour faire de la lumière en fait. Fait que voilà mes mélanges ici pour les bruns. Fait que ici, j'ai fait mon terre de sienne brûlé. Donc encore là, avec mes 3 couleurs primaires chaudes. Fait que là, vous voyez ici, j'ai pris plus le jaune diarylide. Là. Ça, j'avais utilisé la marque Tradition pour faire cette palette-là. Donc ici, je mets un peu de jaune, beaucoup de rouge et très peu de bleu. J'ai comme mis des petits logos de couleurs pour me dire à peu près les quantités. Moi, ce que je trouve plus facile quand on veut se faire les bruns, c'est que, bon, je veux faire mon brun rougeâtre. Ben, je vais déjà commencer par me faire du orange en premier avec mon rouge et mon jaune. Et tranquillement, je vais ajouter un peu de bleu dedans, très, très tranquillement, jusqu'à ce que je retrouve la teinte de brun qui me convienne. Fait que là, dans celle-ci, mon orange doit avoir un petit peu plus de rouge dedans. Fait que je fais un orangé, un jaune orangé qui tire vers les rouges avec un peu de bleu dedans. Fait que ça va me donner mon terre de sienne brûlé. Et dans ce terre de sienne brûlé-là, en y ajoutant du blanc, je me retrouve avec la couleur peau. Si on veut simplifier, ben, on achète du terre de sienne brûlé seul, puis on peut l'utiliser avec du blanc directement dedans. Moi, j'aime beaucoup il y a une teinte qui est dans la compagnie Liquitex, que c'est du terre de sienne brûlé, mais volontairement transparent parce qu'il existe de manière un peu plus opaque. Mais là, lui, c'est vraiment une teinte de terre de sienne brûlée transparente. Donc, on peut utiliser ces teintes-là pour faire les couches de base de peau, puis d'utiliser le terre de sienne brûlée de Liquitex, mettons, transparent pour faire les ombres de la peau. Ça fait très bien aussi. Sinon, naturellement, quand on regarde notre peau, on voit nos veines bleutées à l'intérieur. On a du jaune aussi, on a du rouge. Moi, je dois avoir les joues rouges là, parce que j'ai chaud. Donc, on peut aussi utiliser les couleurs primaires là, par-dessus, comme vous voyez ici. Je ne sais pas si on le voit bien. On utilise les couleurs aussi primaires pour aller faire les ombres, les nuances dans la peau. Ça fait quelque chose de beaucoup plus riche, plus naturel. On demande d'approcher la chambre des couleurs peau parce qu'il y a des fois qui ne sont pas
Là, j'ai aucune idée si je suis bien centrée. Attends, je vais aller voir mon écran. Ouais, puis là, c'est que j'ai pas de... Tu sais, j'ai pas beaucoup de lumière, là. Si je me rapproche, ma lumière est plus là-bas, là. Fait que je sais pas si c'est pas pire comme ça, là. Donc, les couleurs complémentaires, comme je disais, ceux qui sont à l'opposé du cercle chromatique, peuvent servir dans vos harmonies quand vous allez créer des œuvres pour aller chercher une palette de couleurs. Je vais en parler tantôt. Mais aussi peuvent vous servir à faire ce qu'on appelle des tons rompus, donc, ou à faire des ombres. Donc, si je prends mon orange puis j'y mets une goutte de bleu dedans, ça va me donner un orange un petit peu plus sale, mais qui peut me servir soit pour faire des ombres ou pour éteindre un peu ma couleur. Tu sais, des fois, c'est pas ce que je veux, là. Je veux pas toujours créer des tableaux avec des couleurs hyper vivantes, que ça a l'air de la bande dessinée tout le temps. Des fois, on veut donner quelque chose de plus réaliste. Un peu comme ces verres-là, je ne me ferais pas un paysage réaliste avec ces verres-là, je trouve que ça fait trop plastique. Je préfère les verres qui ont des teintes un peu plus kaki, mettons, qui vont donner quelque chose de plus réaliste, de plus vrai. Ce que je peux faire, c'est que dans mon verre, si j'avais ce verre-là, pour donner un verre comme ça, c'est que je vais aller utiliser sa complémentaire dedans. Fait que je vais aller mettre du rouge dans mon verre pour casser de ce trop vert flash-là, trop lumineux, trop intense. Je vais aller le casser avec sa couleur complémentaire. Dindant. Puis ça va vous donner une couleur un petit peu plus rompue, un peu plus sale, mais qui peut être toute aussi intéressante, là. Des fois, on veut utiliser des tons plus sales pour pouvoir, à côté, utiliser une couleur qui est beaucoup plus vivante pour la faire ressortir. Donc, dans une composition, d'utiliser les couleurs à l'opposé va aussi aller attirer l'œil. Puis, ça va créer des équilibres aussi quand on va travailler dans notre tableau pour nos harmonies, comme je disais tout à l'heure. Donc, je pense que je vais faire là, c'est que je vais changer ma caméra. Je vais vous amener sur mon espace de travail. Donc, pour continuer, je vais vous expliquer justement là, les mélanges, comment garder le contrôle sur vos mélanges, comment on mélange nos couleurs. Je peux vous dire avant de changer, c'est toujours plus intéressant de me voir que d'expliquer puis juste de voir mes mains que je fais rien. Bref, pour faire vos mélanges de couleurs, ayez de l'espace quand vous faites vos mélanges de couleurs. Je vois beaucoup trop de monde faire des mélanges dans des mini-assiettes ou sur des petits bouts de papier, là. Ayez de l'espace pour être capable de travailler, puis surtout si vous avez plusieurs mélanges à vous faire. Votre surface doit être idéalement blanche ou gris neutre. Tu sais, les assiettes de styromousse bleu ou noir va changer votre perception. Vous allez faire votre mélange, vous allez penser qu'elle est correcte, mais quand vous allez arriver sur la toile, sur un fond blanc ou à côté d'une autre couleur, vous allez dire, voyons, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, pour avoir une meilleure perception, ayez l'idéal un fond blanc ou, comme je disais, gris neutre, parce que le gris neutre va vous faire ressortir vos couleurs qui sont plus pâles. Pour les médiums, pour ceux qui travaillent à l'huile, à l'acrylique, avec des couleurs un petit peu plus épaisses, consistantes, vous pouvez travailler dans le fond d'une assiette blanche, sur du papier palette, dans une assiette de styromousse un peu plus grande. Mais pour ceux qui travaillent les encres à l'aquarelle, vous pouvez avoir avec vous des petits godets comme ça pour aller recueillir votre couleur. Parce que ça, ces trucs-là, à l'acrylique, quand vous allez mélanger vos couleurs, là, vous n'arrivez pas à aller dans le fond, puis tout ça, puis bien mélanger votre pigment. Idéalement, n'utilisez pas les pinceaux non plus pour mélanger les couleurs. Servez-vous de spatule. Ça peut être une spatule de plastique, là, quand c'est juste pour mélanger, c'est pas trop grave, ou de métal comme ça ici, pour pouvoir vraiment aller ramasser tous les pigments. Puis des fois, il y a certaines couleurs qui, avec le temps, viennent épaisses avec des petits grumeaux. Au moins, avec l'outil, vous pouvez comme aller écraser les petits motons qu'il peut y avoir peut-être dans vos vieilles couleurs. Mais vous allez vous assurer vraiment d'un bon mélange homogène avec un outil.
Si vous utilisez des pinceaux pour faire des mélanges de couleurs, vous allez maganer les soies de vos pinceaux, les poils. La peinture va rentrer dans l'alvéole, vos pinceaux vont ouvrir comme ça, puis bon, vous n'allez pas les garder longtemps. C'est sûr que quand on travaille, pendant qu'on peint, d'aller se chercher un peu de couleur, aller tremper un peu dans l'autre, ça c'est génial, c'est parfait, il faut faire ça, il faut aller un peu des fois salir nos couleurs, pas toujours les utiliser pures sorties du tube. On peut les mélanger ensemble pour harmoniser tout ça. Mais pour faire des mélanges, vous avez un grand ciel à peindre d'un bleu clair, n'allez pas brasser avec un pinceau. Utilisez plutôt un couteau à peindre ou une spatule. J'ai une question. Oui. Comment on fait les ombres avec le beige sans le sang? Comment on fait les ombres avec? Le beige. Faire des ombres avec le beige? Ouais. En voulant dire la couleur peau, je suppose? Ouais, vraiment d'accord. Pour aller faire les ombres sur la couleur peau, comme je vous ai dit, vous pouvez toujours utiliser le terre de sienne brûlé. Ou ça peut être la couleur de base que vous avez utilisée de votre peau, puis qu'on y ajoute un peu de terre de sienne brûlée dedans, peu à peu. Mais souvent, quand on salit les couleurs, c'est que regardez dans vos tubes, votre terre de sienne brûlée que vous avez à la maison, est-ce que c'est un monopigment ou il y a plusieurs pigments dedans? Ou les autres bruns que vous utilisez. Des fois, c'est ça qui peut... on prend un terre de sienne brûlé qu'on pense monopigment, mais que dans le fond, il y a 3 couleurs dedans. Déjà, dans votre beige, il y a les 3 couleurs primaires plus du blanc. En plus, avec l'autre, là, ça se peut que ça vienne, comme vous dites, un effet sale, souillé, puis que ça tache. Donc, si je continue pour les mélanges, ayez aussi papier, crayon, prendre des notes, parce que, exemple, si vous avez un grand tableau, je prends comme exemple, souvent mes élèves viennent en classe, ils font, exemple, leur fond, leur ciel. On avait fait un mélange pour faire leur fond, leur ciel, puis là, le cours, l'heure est finie, ils doivent tout ramasser, partir. Ils n'en font pas à la maison. Ils reviennent la semaine d'après. Ah, je me rappelle plus comment j'avais fait mon fond, ma couleur pour faire mon fond. Puis là, ils essayent. Puis là, c'est pas tout à fait pareil parce qu'ils sont pas partis des mêmes bonnes couleurs. Donc là, tout a recommencé. Je leur donne une autre couche de fond au complet. Donc, si vous prenez des notes, vous marquez, j'ai fait un fond avec ces 2 couleurs-là, plus un peu de ci. Marquez à peu près les proportions. Marquez les couleurs que vous avez utilisées. Puis environ les proportions, tu sais. Nous, dans le jargon des patrons, on met 2 pour 1, tu sais, 2, 2.1. Bon, vous pouvez aller à l'œil, c'est pas obligé de mesurer les quantités, mais ça va déjà vous donner une bonne idée. Quand vous allez arriver après ça pour pouvoir poursuivre, vous allez vous en rappeler. Mais aussi, sinon, si vous en avez beaucoup à faire, puis aussi quand on crée un tableau, c'est toujours bien de faire des rappels de couleurs. Donc, je fais un fond, puis je mets un personnage devant. Mon fond, mettons, je l'ai mis, je sais pas moi, turquoise. Puis là, je fais mon personnage, ma fille et tout, j'ai terminé, mais j'ai juste mon turquoise dans le fond, je n'ai pas d'autre ailleurs. C'est bon de faire des rappels de couleurs, donc d'avoir la même couleur de fond qui revient dans les ombres. Ça peut être des touches là, ici et là dans les ombres sur le personnage qui est en avant-plan ou sur l'élément qui est en avant-plan pour faire un rappel de la couleur du fond ailleurs dans le tableau. Et à l'inverse aussi de ce qu'on a pris pour faire le personnage, le mettre peut-être un peu en petites taches dans le fond extérieur. Fait que ça fait voyager la couleur dans le tableau, fait que ça amène une harmonie. Puis dans le fond, fait que là pour en avoir tout le long de notre travail, bien, ce que je vous suggère, c'est d'aller soit le mettre dans une palette humide, donc une espèce de boîtier comme ça, dans laquelle, là, la mienne est un peu dégueu parce que je ne l'ai pas lavé, mais ça se rachète des éponges comme ça. Donc, une éponge qu'on mouille, qu'on met dans le fond. On met des petites pièces de monnaie si vous en avez encore. Ça limite l'effet de moisissure, ça ralentit. Et là, on vient mettre une autre feuille de papier blanc qu'on achète, là, qui est un papier un peu buvard, qu'on laisse aussi tremper dans l'eau par-dessus. Donc, on fait nos mélanges de couleurs
Moi, je prépare les faire sur mon papier palette ciré ou dans une assiette de styromousse. Et là, quand mon mélange y est bien, je le ramasse et là, je viens le ranger dans ma palette. Parce que si je mélange ici, quand on mélange, on promène la couleur, puis on prend de l'espace, puis là, on vient tout salir. Fait qu'on est mieux de les faire à côté, puis quand on est satisfait, là, après ça, on vient les mettre dans notre palette humide. Puis là-dedans, ben, les couleurs vont rester fraîches pendant plusieurs semaines, voire un mois, là. Quand on a fini, on jette ce qui est plus bon, puis on laisse sécher pour éviter la moisissure. Ensuite, avant de faire les mélanges, aussi bien important de réfléchir en premier à ce qu'on veut faire. Parce que souvent, on se dit, bon, ben, je veux faire un verre, je vais me faire du gazon. Ouais, mais quel verre tu veux? Un verre foncé, un verre clair, un verre kaki, un verre lime, un verre bleuté, un verre jaune. Quel verre tu veux? Là, quand tu sais ce que tu veux, ben là, tu vas sortir les couleurs primaires qui vont se rapprocher de ça. Comme je parlais tout à l'heure, pour réussir à faire des beaux verres lime, on va aller chercher les couleurs qui se rapprochent de ce verre-là. Donc, on va aller chercher, si je veux faire un vert lime, un beau jaune flash. Je n'irai pas prendre ça si je veux faire un beau vert lumineux. Je vais utiliser mon bleu. Je vais-tu prendre mon bleu ultramarine? Non, parce que ça me risque de me donner des verts kaki comme ça. Moi, je veux ça. Ah, OK. Fait que là, c'est pas ton ultramarine que tu vas utiliser, ça va être ton cyan ou ton phthalo. Fait que déjà là, on va partir avec les bonnes couleurs. Et là, sur la palette aussi, est-ce que je veux un vert pâle ou un vert foncé? Si je le veux pâle, ben, je vais commencer à mettre mon jaune pâle en premier, puis tranquillement, là, je vais aller mettre mon foncé dedans. Mais si je veux un vert vraiment foncé, ben là, je peux commencer avec mon bleu en premier, puis après ça, aller mettre un petit peu de jaune dedans. Fait que là, je vais tourner ma caméra, puis je vais le faire devant vous pour vous montrer. Donc, bien important, avant de faire les mélanges, de se poser les bonnes questions, puis de prendre le temps de réfléchir avant. Puis on peut s'aider aussi, si vous les avez faites, vos cercles chromatiques, ou si vous avez des cercles chromatiques comme ça ici, bien vous pouvez vous aider des cercles chromatiques. Tu sais, si je veux un vert lime comme ça, bien là ici, si je mets ce bleu-là dedans, ça va me donner ça. Donc je peux voir là, tu sais, qu'est-ce que ça peut me donner, qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur, ou à l'arrière aussi. Où on a celui-là aussi, tu sais, quelle sorte de vert? Est-ce que je veux un vert foncé ou je le veux plus pur, plus clair? Fait que là, ici, voyez, ici, c'est plus large parce que chaque cercle chromatique sont différents, fonctionnent différemment. Fait que ici, ça veut dire que je vais utiliser beaucoup plus de bleu, puis très peu de jaune, fait qu'on le voit dans l'épaisseur ici. Puis là, plus on dégrade vers le bas, c'est qu'à l'intérieur, ils ont rajouté soit du noir ou du blanc dedans, pour varier les teintes. Même chose en arrière. Dans les triangles plus clairs, ils ont mis comme un certain pourcentage de blanc. Et dans les triangles foncés, ils ont mis un pourcentage de noir dedans, ce qui nous donne toute une palette, des nuances, des valeurs de vert différentes. Alors, je vous dis salut, à tantôt. Donc, j'ai sorti des éléments. Bon, mettons que je veux ce vert-là versus celui-là. Qu'est-ce que je vais utiliser? Quand je vous disais de se poser des questions, dans le fond, pour le vert. Mettons, on commence avec celui-là. Bon, celui-là, qu'est-ce qu'on détermine? C'est que c'est un vert quand même assez clair, qui est assez pâle. Donc, je pourrais utiliser ce jaune-là. Et aussi, il y a comme une petite tendance de kaki un peu. Fait que là, c'est là que, à l'inverse de celui-là ici, qui est vraiment plus flash, que je vais peut-être soit utiliser un des deux verts avec mon bleu. Fait que là, vous allez voir qu'avec plusieurs possibilités. Fait qu'au début, même moi, ça m'arrive de ne pas être certaine, puis que je vais faire une petite quantité avant pour voir. Fait que si je me sors un peu de jaune comme ça, ou un peu de... Fait que là, j'ai mon jaune chaud avec mon jaune froid. J'ai mon bleu outre-mer qui est mon bleu chaud. Et, mettons, je me verse aussi mon bleu froid. Bon. On va prendre un petit pinceau.
Alors, il est plus clair. Mettons que je prends mon verre plus clair pour le faire. Là, je prends mon pinceau, hein, je ne suis pas fine. Je le dis, mais je ne le fais pas. Puis là, je vais aller essayer avec mon ultramarine, voir qu'est-ce que ça donne en premier. Tu vois, quand je parlais d'intensité de couleur, là, déjà, ça me dit, si je me fais mon mélange, de tabarnouche, il ne faut vraiment pas que j'en mette beaucoup parce que c'est intense assez rapidement. Le bleu, il est très, très fort. Donc, je vois ça souvent, tu sais, de commencer à mettre du bleu, puis là, on va mettre du jaune, puis là, parce que je veux un verre de vin, encore du jaune, puis encore du jaune. On va passer au travers du pot juste pour une petite teinte comme ça, pour aller chercher un verre aussi quand même assez pâle. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites toujours des petits essais à la fois. Puis quand je vous dis, là, tu sais, d'écraser le pigment pour vraiment voir. Bon, fait que là, j'ai essayé avec mon chaud. Si j'essaye avec mon jaune chaud, avec mon bleu chaud aussi, voir qu'est-ce que ça donne. Je vais vraiment aller m'en chercher une petite goutte. Fait que là, les deux tons chauds ensemble, là, tu vois, ça vire même pas vert encore. Ça me fait vrai. Ouais. Donc, fait qu'on voit un peu les genres de verres que ça me donne avec ça. Fait que je suis pas encore avec le bon. Fait que là, après ça, on peut essayer nos deux froides ensemble. On voit que là, c'est très, très intense, voire même fluo, là. Tu vois, je vais encore aller enlever un petit peu de bleu. Fait que là, tu vois, là, ça se rapproche plus de mon verre que je voulais faire, là. Fait que tu vois, mon verre très froid, plus jaune, ben, vous voyez, avec ces deux-là, j'arrive à le faire. Tu sais, il est vraiment de la même couleur. Et là, si j'utilise mon jaune chaud, avec mon bleu froid, mais là, j'ai encore d'autres sortes de verres. Là. Bon, j'arrive un peu. Je vais m'en rajouter plus. D'après moi, avec ça, je vais être bonne pour faire ce que je veux. Fait que vous voyez, là, je prends mon jaune, puis graduellement, je viens mettre mon bleu dedans. C'est quoi le bleu froid? Mon bleu froid, c'est céruléen de Demco. Puis mon bleu, c'est ultramarine. Mais tu vois, moi, mon jaune citron clair, là, c'est pas un jaune que je me sers souvent. Je vais plus aller utiliser le jaune cadmium moyen. Puis là, je suis comme plus sûre d'y arriver. Fait qu'avec mon jaune cadmium puis une touche de céruléen, ça va me donner des verres comme ça. Tu sais, je trouve que les verres sont plus beaux avec celui-là que l'autre. L'autre, tu sais, le jaune citron, moi, je le trouve un petit peu trop flash. Fait que tu sais, c'est vraiment à force d'en faire qu'on arrive à dire « Ah, ok, moi, je préfère ça. Moi, j'aime mieux ceux-là. Ça me correspond mieux. » Fait que... Puis là, si je reprends lui. Fait que ça vous démontre toutes les possibilités qu'on peut faire. Tu sais, tous les types de verres que je peux recréer. Puis là, ils sont quand même assez clairs. J'ai beaucoup de jaune dedans. Fait que là, si je rajoute encore plus de jaune, de bleu, c'est-à-dire dans mes verres, là, je vais foncer ma gamme de verres. Donc, regarde, tu vois, là, j'arrive vraiment plus. Là. Donc, c'est avec mon verre cadmium moyen.
puis mon ultramarine que j'arrive plus à faire ce type de vert-là. Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est important de vous poser des questions puis d'analyser un peu avant de partir puis sortir n'importe quel bleu de votre palette, n'importe quel jaune. Tu sais, il y a vraiment une raison pourquoi on va utiliser le bleu chaud ou le bleu froid et vice-versa. Donc, j'ai une couleur plus chaude. Fait que c'est sûr que ça me prend un des tons, une des couleurs qui va être chaude pour arriver à ça, là. Fait que là, j'y suis comme pas mal, là. Puis avec ça-là qui correspondait peut-être un peu plus à ça. Fait que ici, c'était vraiment mes deux tons froids. Puis dans le cas-ci, j'ai pris un ton, ben là, qui est moyen, mais mettons que je peux quand même dire qu'il est froid avec mon bleu qui est chaud par contre. Fait que tu sais, c'est vraiment la combinaison de ces 6 couleurs primaires-là qui va vous aider à vraiment augmenter vos différences, vos nuances de couleurs et tout ça, puis qui va vous faciliter le travail. Un autre petit défi de couleur, tu sais, mettons, je veux faire du turquoise comme ça. Fait que là, qu'est-ce que j'utiliserais encore là comme couleur? T'sais, si je regarde mon turquoise, la première question que je peux me poser, c'est que c'est une couleur froide. Donc, entre mon bleu qui est chaud, qui tire sur le mauve, et mon bleu froid, ben c'est sûr, je vais aller utiliser mon bleu froid. Pour faire du turquoise, on a vu sur le cercle chromatique tout à l'heure que c'était le bleu qui s'en va vers les verts, mais c'est vraiment avant que ça vire vert. Donc, ça va me prendre un jaune. Puis là, pour donner un turquoise assez flash lumineux comme ça, ben, je vais utiliser, on peut l'essayer quand même avec ce petit jaune-là, ou on va utiliser l'autre jaune que j'ai sorti tout à l'heure. Donc, c'est quand même une couleur claire, fait que je vais commencer avec mon jaune en premier. Tu sais, j'en ai encore un peu ici. Puis, dans le fond, je vais mettre plus de bleu dedans. Fait que tout à l'heure, là, j'avais plus de jaune. Mais là, je vais mettre plus de bleu dedans. Fait que là, ça me fait déjà, on le voit, là, que ça fait des beaux turquoises. Mais il tire encore peut-être, là, quand je l'étire, là, on voit beaucoup la personnalité de la couleur quand on la voit en transparence aussi, hein. C'est pour ça que quand vous allez vous faire, si vous vous amusez à vous faire un cercle chromatique, mettez pas vos couleurs trop opaques. Allez pas mettre 2-3 couches de couleurs. Même si on voit vos coups de pinceau, comme vous avez vu dans la mienne tout à l'heure, c'est à travers ces coups de pinceau-là qu'on voit toutes les nuances de votre couleur, toute la transparence, puis toute sa personnalité. Si vous allez la masquer, la rendre opaque, vous allez comme un peu l'étouffer, puis vous ne saurez pas ce que ça donne. Parce que, tu sais, si moi, je vous rends cette couleur-là trop opaque, ben vous ne savez pas si elle est trop bleue, si elle tire encore trop sur le bleu ou trop sur le jaune. Mais en allant l'étirer, c'est pour ça que sur un fond blanc, c'est vraiment l'idéal, ben là, je vois au travers, et là, je vois que comparativement à mon boîtier, ça sort encore trop vert. Donc, j'ai encore besoin de plus de bleu. Fait que là, on se rapproche vraiment plus, même que je pense que c'est pas mal ça. Puis aussi, comment on arrive à voir la vraie personnalité d'une couleur. Soit qu'on les utilise en transparence, mais souvent à l'aquarelle, ce qui est le fun, c'est qu'on peut se servir du fond du papier là, pour voir les couleurs au travers, fait qu'on les met en transparence. Mais à l'acrylique ou à l'huile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre du blanc dans notre couleur. Donc, j'achète des monopigments, pas de blanc dedans, mais si moi, je veux en mettre pour donner une petite couleur un peu plus pastel comme ça, je vais en mettre à ma guise. Bon, il n'est plus bien. Fait que là, c'est vraiment en mettant mon blanc dans ma couleur que là, ça va me donner vraiment plus la personnalité. Ça va me dire là, si je suis dans le bon sens ou pas. Fait que même je vais y rechercher encore un petit peu plus de vert là. Fait que c'est vraiment en vous donnant des petits défis comme ça qui va vous faire en sorte, là, fait que je suis pas mal dedans, là. C'est quand je le mets et qu'on voit pas trop la différence parce que
on est pas mal dedans. Fait que c'est vraiment bien mélanger vos couleurs. C'est pour ça que la spatule, là, vraiment, avec le plat, là, on vient vraiment ramener la couleur puis l'écraser pour faire des beaux mélanges uniformes. Fait que, tu sais, je suis pas mal dedans. Donc, faites-vous des petits défis comme ça. Prenez-vous des objets puis essayez de nuancer vos couleurs pour vous apprendre à avoir de la dextérité à faire vos mélanges. Donc, si j'aime ce bleu-là, j'ai un grand fond à faire, ben je vais me prendre des notes. J'ai pris mon bleu céruléen j'ai pris là, mon jaune cadmium clair en très petite quantité. Fait que, mettons, moi, je vais m'écrire, c'est du 5 pour 1, exemple. Bon, je vais à peu près comme ça à l'œil, avec T pour touche de blanc pour arriver à faire ça. Fait que je sais que dans une semaine, un mois, quand je vais reprendre mon travail, ben, je vais me rappeler de mes mélanges, ou sinon, ben, je m'en fais en plus grande quantité. Moi, je fais toujours des petits mélanges comme ça en quantité minime pour savoir ce que je fais, parce que là, si j'étais partie avec ça, puis finalement, c'est pas ça que j'avais besoin, ben, je vais en avoir fait pour rien, là. Fait que je m'en fais en petite quantité, puis quand je suis satisfaite, ben là, je peux aller en mettre plus, puis m'en faire en plus grosse quantité, puis aller le mettre en contenant ou sur ma palette à ce moment-là. Donc, si je veux une couleur claire, je mets ma couleur pâle en premier, j'ajoute ma foncée. Si je veux ma foncée, à l'inverse, je fais les autres. Dans un tableau, si je veux pâlir un tableau, là, ici, je ne sais pas si on voit, ouais, on voit bien mes rouges ici. Si je veux pâlir pour aller faire de la lumière, bon, pâlir, ça veut dire que je peux utiliser du blanc dans mes couleurs. Mais le blanc dans une couleur, blanc égale pastel, égale peut-être un petit peu, ben oui, c'est doux. Tu sais, ça dépend ce qu'on veut donner. Hein. Je veux peut-être avoir ça, vouloir ça, un tableau avec des couleurs pastel. Vous avez le droit, là. Pas parce que je dis que ça fait fade et ennuyeux nécessairement que tous les tableaux de couleurs pastel sont comme ça. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas que ça qu'on peut faire, de mettre du blanc dans une couleur pour aller l'éclaircir, la pâlir pour faire nos lumières. On peut aller utiliser en fait une couleur plus clair, un ton plus clair. Fait que dans le fond, si mon bleu comme ça, il est plus foncé, ben je peux aller sur ma palette de couleurs me chercher un bleu un peu plus clair. Donc, exemple, si je vais utiliser le bleu ultramarine, je peux aller me chercher un bleu plus clair par-dessus. Comme ici, j'ai deux tons de rouge, deux nuances de rouge. J'ai un rouge un peu plus foncé, ça c'est le rouge pyrrole, puis ça c'est le rouge cadmium clair. Je peux utiliser mon rouge cadmium clair sur mon rouge pyrrole pour aller faire de la lumière. Ou je pourrais tout aussi aller utiliser un orange pour aller faire de la lumière sur mon rouge. Donc, pour aller éclairer, je peux soit mettre du blanc dans ma couleur. Mais là, le danger avec surtout le rouge, c'est que si je vais mettre du blanc, mettons, j'ai mon rouge ici, ça c'est mon rouge cadmium clair. Donc, si je viens mettre du blanc, qu'est-ce que ça fait? Ça vire rose. Bon, ça dépend dans certains cas. Ça peut être quelque chose que je trouve intéressant pour aller faire de la lumière, mais peut-être pas tant. Je peux utiliser d'autres options, c'est-à-dire d'utiliser un ton plus clair. Mais un ton plus clair, souvent, ben, c'est soit du jaune ou orange. Mais le rouge, ce qui est difficile, c'est que si on met... Puis là, vous voyez, l'orange, il est transparent. Souvent, les cadmiums, c'est des couleurs opaques, mais dans ce cas-ci, c'est une imitation de cadmium, donc c'est transparent. Avec le rouge, ce qui arrive, c'est que si je mets du blanc, ça vire rose. Si je mets du jaune, ça va virer orange. Mais je veux que ça reste rouge. Je veux un rouge pétant, un rouge vif, un rouge flash. Un truc, qu'est-ce qu'on pouvait faire, c'est d'aller mettre des touches de lumière. Mettons, je vais aller éclaircir. Je vais aller mettre mes touches de lumière blanches. Là, je vais attendre que ça sèche. Et par-dessus ma touche de blanc, je vais attendre qu'il sèche. Et là, je vais aller faire un glacis, pour ceux qui travaillent à l'huile,
ou un lavis pour ceux qui travaillent à l'aquarelle, aux encres ou à l'acrylique. C'est-à-dire que glacis, c'est qu'on mélange un médium pour rendre notre couleur transparente. À l'acrylique, aquarelle et tout ça, on va utiliser soit de l'eau ou aussi un médium acrylique. Et je vais venir passer par-dessus en transparence ma couleur. Donc, mon blanc ne va pas rester blanc, mais c'est qu'au moins, le blanc va transparaître au travers de ma couleur et là, je vais pouvoir enfin la voir. Parce que mon orange, malheureusement, il était transparent, donc on ne le voit pas du tout sur le rouge. Donc, ça ne fait pas ce que je veux, c'est-à-dire faire de la lumière. Alors, j'ai pas le choix d'aller mettre soit du blanc avant. Fait que c'est pour ça que moi, ça me dérange pas d'aller acheter des couleurs qui sont transparentes parce que je vais souvent utiliser cette méthode-là d'aller mettre le blanc avant ou même d'aller me faire un rose et après revenir par-dessus mon rose avec une autre teinte par-dessus orangé. Fait que là, je le vois, mon orange. Pourquoi? Parce que j'ai une couleur un peu plus opaque en dessous. Mais je l'ai fait moi-même. Je l'ai mis à la quantité de mon choix. Même chose, là, si je vais trop vite, ça va. Fait que là, si je mets mon orange, vous voyez, on le voit bien dessus. Là, il n'est pas assez sec, je ne suis pas assez patiente, fait qu'il lève. Je vais vous éviter le bruit du séchoir. On peut utiliser pendant que ça sèche. Je ne sais pas si vous les connaissez. Il existe dans Demco, il existe dans PBO aussi. Vous les avez aussi dans les couleurs Americana. Donc, vous avez un rouge, il y a le rose. Le rouge, là, malheureusement, ben, il m'en reste encore, mais c'est une autre compagnie. Donc, il y a du rouge, il y a du rose, orange, jaune. Il y a même un vert et un bleu aussi. Qu'on peut utiliser par-dessus les couleurs. C'est des, on s'entend, c'est des pigments synthétiques qui sont transparents. Fait qu'on peut s'en servir pour aller donner du punch. Donc, le rouge... OK. Je vais enlever mes choses dessus. Je vais aller appliquer mon petit rouge fluo. Fait que souvent, on peut en mettre une première couche, on peut laisser sécher, puis on peut même en redonner 2 couches. Fait qu'en séchant, il va perdre sa petite teinte un peu rose trop flash pour devenir vraiment faire une belle lumière sur les rouges. Fait que je ne sais pas si vous les voyez bien, là. J'essaie de... Je vais utiliser mon séchoir pour aller plus loin. J'achève. Donc, je finis avec ça, les mélanges. Après ça, je vais vous parler des harmonies, puis ça va pas mal être ça. Donc, si je reviens avec mon blanc là, pour faire un peu plus clair. Je peux même revenir donner une autre couche. Carole me demande si tu as vu l'heure. Oui. Donc, même chose sur mon rouge. Là, tantôt, j'ai utilisé un orange, mais je pourrais utiliser un lavis. Fait que du rouge avec de l'eau dedans. En transparence, là, tu sais, pour aller éclairer. Donc, je reste pas avec le blanc.
Ça me fait pas aussi rose, ça fait pas un rose aussi éteint que si j'avais mélangé mon rouge avec du blanc, parce que quand je mélange mon rouge avec du blanc, ça me fait vraiment une teinte vraiment fade, éteinte. Tandis que si je fais un glacis par-dessus mon blanc, ça va me donner quelque chose de beaucoup plus profond, de plus riche. Quand vous quand vous faites vos tableaux, je vais retourner ma caméra parce que dans le fond, je n'ai pas tant autre chose à vous montrer. Je peux peut-être juste, pendant que c'est là, juste vous montrer les effets de transparence des couleurs. Fait que, tu sais, sur les tubes de Golden, ils vous les montrent, où je vous avais dit tantôt avec les petits carrés qu'on pouvait voir. Si je vous donne comme exemple avec le magenta, c'est que je vous dis que du magenta, c'est transparent, c'est que vous voyez par-dessus mon noir, on voit vraiment bien au travers. Si j'utilise un magenta qui me dise qu'il est semi-opaque, puis que quand moi je vais voir dans la liste d'ingrédients, la recette qu'ils ont utilisée pour faire ce magenta-là, c'est du PR 122 avec du PW6, donc avec du blanc dedans. Alors, c'est pour ça que je vais toujours préférer avoir acheté un magenta qui est transparent. Mais au pire, moi, je peux en ajouter dedans du blanc à ma guise. Fait que c'est vraiment deux teintes pas mal similaires, pareilles. Mais dans celui-ci, la compagnie a décidé d'ajouter du blanc, tandis que celle-là, ici, est transparente. Fait que c'est sûr que quand, selon ce que je veux faire, quand je vais aller acheter mes couleurs, si vous aimez travailler de façon opaque, par couches superposées, ben allez préconiser les pigments opaques. Allez vous choisir des monopigments opaques. Puis si c'est de travailler tout en transparence, comme moi j'aime le faire, ben je vais aller me chercher des pigments qui sont de nature plus transparente. Alors c'est vraiment là que, selon comment est-ce que vous aimez travailler, que ça aussi, ça va déterminer vos choix de couleurs, vos choix de pigments. Alors je retourne la caméra face à moi. Là, je ne la reculerai pas jusqu'au fond encore. Donc, pour vous parler d'harmonie, en fait, quand on veut, on m'avait demandé de comment se servir des cercles chromatiques. Dans le fond, sur les cercles chromatiques, pour faire vos couleurs, ben là, je vous ai parlé des complémentaires. Fait que vous pouvez faire une harmonie. C'est quoi, en fait? C'est, dans le fond, une combinaison de couleurs qui sont plaisantes, qui sont belles à regarder, qui sont esthétiques. Et dans le fond, on peut faire une harmonie qu'on appelle analogue, c'est-à-dire que c'est tous des tons qui se ressemblent, des valeurs qui se ressemblent. Analogue, c'est qu'on peut aller tout avec, mettons, le corps de la palette. Fait qu'on peut tout aller travailler avec ces teintes-là. Fait que c'est tous des tons qui sont similaires, qui vont amener une harmonie dans le tableau. Sinon, on peut aller par contraste. Fait que ça peut être une harmonie analogue ou qui est apaisant, qui va plus aller dans la similitude ou qui peut aller vraiment dans une harmonie de contraste. Mais là, contraste, il y a plusieurs types de contraste. Alors, on va avoir, contraste, c'est quelque chose qui s'oppose, qui est complètement à l'opposé. Donc, on va avoir les contrastes de couleurs complémentaires, fait comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Fait qu'avec le cercle chromatique, on arrive à bien voir nos couleurs complémentaires. Donc, on va aller utiliser le magenta. Bien, à côté du magenta, on va aller utiliser du vert pour faire ressortir. Ça peut être des contrastes de valeur aussi. Donc là, on peut parler d'harmonie achrome ou qu'on dit aussi travailler en grisaille. Fait que tout travailler dans les tons de noir et blanc. Ou ça peut être monochrome. Fait que là, c'est une seule couleur dans le tableau dans laquelle, mettons, je me choisis, exemple, le rouge, dans lequel je vais mettre du blanc pour faire les lumières, du gris pour faire mes tons moyens et du noir pour aller faire les ombres. Fait que ça va tout être un dégradé de rouge avec le noir, le blanc et tout ça.
On peut aussi, les valeurs, ça peut être aussi des valeurs de clair et de foncé, en utilisant plusieurs couleurs aussi. On peut utiliser aussi une harmonie ou une composition de contraste de température. Fait qu'on va utiliser, exemple, sur notre tableau, beaucoup de tons froids, un peu comme celui ici. J'ai beaucoup de bleuté puis de vert clair, avec un petit peu de couleur chaude qui est à l'opposé. Fait que des tons chauds et froids qui s'affrontent, qui se contrastent, ou de saturation aussi. Donc, on peut utiliser tous des tons rompus, comme je parlais tout à l'heure, des tons qui sont un peu plus sales, plus ternes, mais qu'à travers ça, on va utiliser des couleurs pures, des couleurs vives. Donc, on essaie de garder une proportion à l'œil, mettons, de 60% d'une couleur qui est dominante. On va utiliser 30% d'un intermédiaire et 10% d'une couleur qu'on va mettre en accent, si on se choisit 3 couleurs primaires. Derrière aussi, là je l'ai en très petit ici, je pense qu'on le voit mieux sur mon autre cercle chromatique. Donc, on a des petits 2 carrés et 2 triangles. Donc, on a ce qu'on appelle aussi les compositions de couleurs de complémentaires. C'est-à-dire que là, ma flèche principale, elle indique mes 2 complémentaires, mais je peux aussi utiliser les couleurs qui sont apparentées là, de chaque côté aussi. Là. Fait que je peux utiliser ces couleurs-là, mais avec un peu de vert en accent. On peut travailler en tétrade, donc c'est-à-dire qu'on va aller utiliser 4 couleurs, donc ceux-là ici qui sont liés avec le carré, ou ça peut être celui-là ici. Fait qu'on a plusieurs compositions qu'on peut faire avec ça, ou en triade, c'est-à-dire que c'est des couleurs qui sont espacées de la même distance, donc ça fait un triangle, comme ici, mettons, ça serait en triade, fait qu'ils ont la même espace entre les couleurs. Fait que ça, si je déplace mon triangle, ça aurait pu être comme ici, là et là. Donc, on utilise ces 3 couleurs-là, mais après ça, on peut changer les valeurs en mettant un peu de noir, un peu de blanc dans cette teinte-là. Même chose pour ici, pour augmenter les valeurs. Un truc, c'est quand vous faites votre tableau aussi, c'est bon d'avoir plusieurs valeurs, au moins un minimum de 5, même idéalement 7 valeurs. Un truc pour ça, on a pas mal tous des téléphones intelligents maintenant, donc on peut prendre une photo de notre œuvre, de notre tableau, et de transformer. Tu sais, on peut modifier nos photos, la mettre en monochrome, en noir et blanc. Et là, à ce moment-là, on arrive à voir s'il y a assez de contraste dans notre tableau, s'il y a assez de valeur. Parce que si on sent que c'est un peu fade, un peu tout pareil, similaire, ennuyant, en le voyant en noir et blanc, ça nous donne une meilleure idée. Donc, on va aller à ce moment-là retourner sur notre tableau puis augmenter les contrastes. Donc, aller faire un peu plus d'ombre, aller éclairer plus des lumières ou peut-être plus utiliser des tons moyens entre chaque parce qu'il n'y en a peut-être pas suffisamment. Alors, c'est pas mal ça. Fait que dans le fond, juste pour terminer avec vous ce soir, je vous laisse tranquille après ça, ça a presque fait 2 heures. Dans le fond, les petites questions, là, pour faire une belle harmonie, moi j'ai une artiste que j'ai déjà côtoyée qui disait, elle, sa façon de faire ses harmonies, c'est qu'elle se prenait 2 tons chauds, 2 tons froids, avec une terre à travers ça, donc un brun. Elle disait qu'avec ça, là, ça faisait des belles harmonies. Elle disait qu'avec ces tons froids, ces tons chauds, comme je disais, on mélangeait un peu avec le pinceau, on va chercher un peu d'une couleur, on prend sa couleur chaude, oups, on va la pointer un peu dans notre bleu pour la salir un peu, puis on peint avec ça, donc on vient chercher une belle harmonie. En fait, il n'y a pas vraiment de bonne mauvaise réponse, c'est vraiment quand nous on regarde notre tableau, dans le fond, de se dire, ben il faut qu'il y ait quelque chose qui accroche, il faut qu'il y ait quelque chose qui parle, qui vient chercher notre interlocuteur, qui l'amène à aller voir votre œuvre. Mais avant de composer votre œuvre, d'aller mettre vos couleurs, posez-vous ces questions-là. En fait, prenez du recul envers votre tableau. Mettons, vous avez fait votre croquis, puis là, vous êtes à l'étape de vous demander, bon, ben dans quelle teinte je vais aller faire ça, dans quelle couleur je vais utiliser. Prenez conscience de quoi parle votre tableau. Qu'est-ce que vous voulez dire avec votre tableau? Qu'est-ce qu'on veut projeter aussi comme émotion quand les gens vont regarder votre toile? Est-ce qu'on veut sentir de la nostalgie? Est-ce qu'on veut sentir de la joie? Donc ça va vous donner des indices
pour savoir quelle couleur utiliser, quelle sensation, quelle atmosphère on veut donner. On veut donner une atmosphère que quoi? Est-ce qu'on est dans une grotte? Est-ce qu'on est dans un lieu hyper lumineux? On veut se sentir super dynamique puis tout ça. On veut que ça nous booste ou on veut que ça nous calme. Quelle atmosphère on veut donner à notre tableau, à notre œuvre. Et aussi, qu'est-ce que je vais utiliser comme contraste, lesquels je vais choisir dans ceux que j'ai nommés tout à l'heure, de valeur, de température, des contrastes dans le fond pour aller faire ressortir mon élément principal. Parce que souvent dans un tableau, on a quelque chose que on veut amener le spectateur à regarder en premier. Bon, ici j'ai une petite libellule en haut. Ici, ben, j'ai mon chat. Souvent, on va aller chercher le regard. Donc, quelle couleur je vais utiliser ou quel contraste pour que ça fasse ressortir mon élément principal. Donc, si, exemple, vous faites un citron jaune, ben, si vous utilisez des mauves autour, ben, votre jaune de citron va ressortir super bien parce que vous allez utiliser le contraste des complémentaires. Alors, c'est pas mal ça pour moi. J'espère que ça a répondu à votre question. J'ai beaucoup parlé, donc je manque de voix. Alors, ben, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a aidé. Puis, gênez-vous pas. Je le dis toujours, à la fin, si vous avez des questions sur le site web de Pinceau, vous pouvez toujours continuer à écrire vos questions, puis je vais aller y répondre. Là, j'ai su Carole, j'imagine, elle n'est pas là, mais je l'entends, elle me parle par télépathie de dire ben, qu'on va réouvrir la boutique à partir de lundi. C'est sûr qu'on ne peut pas tout de suite recommencer les cours en classe. On attend les hockey du gouvernement et tout ça. On suit ça vraiment de proche. Carole et Bruno font une grosse job là-dessus. Donc, achat en ligne, si vous n'êtes pas encore à l'aise, vous, de sortir de la maison, ça continue, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours aller magasiner sur le site web. Les couleurs que j'ai utilisées, ça vient pas mal de chez Pinceau, mes pinceaux et tout ça, mais mon matériel. Donc, c'est bien d'encourager le local, de nous encourager. Alors, on aime beaucoup partager avec vous, faire des vidéos, mais aussi, ça nous aide beaucoup que vous nous encouragez de votre côté pour l'achat de votre matériel. Alors, achat en ligne, ça, les commandes et tout ça, ça va super bien. On a des beaux commentaires disant que c'est assez rapide. Donc, la boutique, si vous voulez, si vous vous sentez à l'aise de venir en magasin. Je crois que les horaires, là, je ne sais pas, je n'ai pas parlé avec Carole, je ne sais pas si Ariel, les horaires vont changer, si ça va rester comme ça en ce moment, si ça va être ouvert plus tard le soir ou quand ça va changer les horaires. Mais au pire, allez sur le site web là, avant de vous déplacer. Mais c'est ça, à partir de lundi, vous allez pouvoir venir magasiner vos achats en ligne si vous êtes à l'aise de venir nous voir. Puis, ben c'est ça, fait que j'espère que vous avez apprécié. Mon nom, c'est Julie Duplanty pour Pinceau. Alors, bonne nuit, bonne soirée, bon repos, puis bon week-end à tout le monde. Salut!